Et merci d'avoir rejoint ce séminaire en ligne consacré au Deep Web, au Darknet et à Bitcoin. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Olivia Mazzucotelli, je suis en charge de plusieurs projets de protection de marque pour mes clients dans différents secteurs, donc le secteur luxe, le secteur pharmaceutique, financier, énergétique et le secteur hôtellerie. Je m'occupe également des partenariats et des relations extérieures de Mark Monitor, donc avec les moteurs de recherche, les places de marché, les médias sociaux, les App Store et les autorités judiciaires. Alors aujourd'hui, il me semblait intéressant de faire une présentation qui sera surtout une introduction au Deep Web, au Darknet et à Bitcoin, parce que ce sont des sujets très vastes. On pourrait en parler pendant des heures. Donc cette présentation sera assez superficielle. S'il y a beaucoup d'intérêt, on pourra ensuite faire des webinaires plus spécialisés. Voilà, mais en tout cas, il me semblait intéressant de clarifier un petit peu les notions de Deep Web et de Darknet qui sont souvent utilisées de façon un peu confuse dans les médias. Et de vous parler donc de la monnaie virtuelle Bitcoin. Donc au niveau du contenu de ma présentation, je vous parlerai de la différence donc, entre le Deep Web et le Darknet, du logiciel Tor qui permet d'accéder au Darknet, des places de marché underground, donc le marché noir qu'on ne voit pas sur l'Internet visible, du rôle de la monnaie virtuelle Bitcoin et des stratégies que vous pouvez mettre en place pour surveiller donc, le Deep Web et lutter contre les abus de marque. Alors, l'Internet est souvent représenté comme un iceberg. Nous avons donc en surface ce que l'on appelle le surface web. En français, on appelle le surface web le web de surface, le web surfacique ou encore le web visible. C'est tout ce qui est recherchable, tout ce que l'on peut rechercher via les moteurs de recherche standards ou classiques, comme par exemple Google, Bing, Yahoo, mais aussi Baidu en Chine, Sohu en Corée du Sud, Yandex en Russie, etc. Voilà, tous les moteurs de recherche. Toutefois, cela représente seulement 4% du contenu web au niveau mondial. Donc c'est vraiment une petite partie, la petite partie de l'iceberg que vous voyez sur l'image. Et puis ensuite, tout ce qui est dans la partie immergée, donc sous la surface, on appelle ça le Deep Web, donc le web profond. Ce sont en fait tous les sites, toutes les informations qui ne sont pas indexées sur les moteurs de recherche classiques et qui sont donc cachées. Donc ce Deep Web représente 96% du contenu web au niveau mondial. Donc là, vous voyez bien qu'on est à 100%. Et donc par définition, le Darknet fait partie du Deep Web. Puisque, encore une fois, je vous le répète, le Deep Web, c'est tout ce qui n'est pas indexé sur les moteurs de recherche classiques. Donc le Darknet fait partie du Deep Web. Qu'est-ce que le Darknet? Le Darknet, tout simplement, on appelle un Darknet un réseau qui n'est accessible que via un logiciel spécialisé, via une configuration spécifique ou une autorisation spécifique. Alors le terme s'est démocratisé pour désigner l'ensemble des activités qu'on va retrouver en utilisant le logiciel Tor. Et le Dark Web, donc pour faire la différence, c'est le contenu web qui se trouve sur le Darknet. Voilà. Donc le Deep Web, qui englobe le Darknet, on estime qu'il fait environ 500 fois la taille du web de surface. Donc c'est vraiment très important. Alors, sous la surface donc, de la mer, si on peut dire, il existe des milliards et des milliards de pages que les moteurs de recherche ne voient jamais. De par des contraintes techniques, tout simplement, il y a des fichiers à des formats qui ne sont pas reconnaissables par les moteurs de recherche, par les crawlers des moteurs de recherche. Et donc, on estime qu'il y a environ 7500 terabytes de contenu qui est caché, qui n'est pas indexable sur les moteurs de recherche. Donc, on a différents types de contenus. Sur le Deep Web, on a par exemple du contenu dynamique, donc ça va être tout le contenu qui n'est accessible que via un formulaire. Donc c'est un formulaire, en fait, une fenêtre pop-up qui va s'ouvrir, vous allez rentrer vos données pour y accéder. C'est tous les contenus qui ne sont pas liés entre eux, donc des pages qui ne sont pas liées à d'autres pages, ce qui empêche en fait les programmes de crawling des moteurs de recherche de les détecter. On appelle ça des pages sans backlinks. On a aussi le web privé, donc tous les sites qui demandent un nom d'utilisateur et un mot de passe pour y accéder, par exemple un réseau social comme Facebook. On a aussi du contenu qui n'est accessible que via des liens
qui sont générés par JavaScript. Donc, ce sont des scripts en fait qui ne sont pas reconnus par les moteurs de recherche, donc qui ne sont pas indexés. On a du contenu non HTML, donc encore une fois comme des images ou des vidéos qui sont à des formats spécifiques et donc non reconnus par les moteurs de recherche classiques. On a des ressources qui ne sont accessibles que via un logiciel, comme c'est le cas du Darknet avec le logiciel Tor. Et puis enfin, on a des archives web. Donc c'est par exemple Wayback Machine, pour ceux qui connaissent, c'est un site qui permet de retrouver des archives de résultats Internet, donc des résultats qui étaient indexés sur les moteurs de recherche, qui ne le sont plus, on peut les retrouver en utilisant ce logiciel. Donc vous voyez que le Deep Web englobe un certain nombre de types de contenus. Alors, évidemment, le contenu qui est sur le Deep Web n'est pas du contenu illégal. On a des choses, d'ailleurs la majeure partie, ce sont par exemple les intranets des entreprises, donc l'intranet de votre entreprise, ça va être un formulaire comme ici, vous le voyez sur l'image, pour ajouter une photo sur votre profil LinkedIn, vous avez une fenêtre pop-up qui s'ouvre, qui n'est pas indexée, ça va faire partie du Deep Web, des réseaux sociaux qui ne sont accessibles que via la création d'un compte ou un enregistrement, et puis tous les contenus qui n'ont pas d'URL. Donc voilà. Donc ça c'est pour le Deep Web. Évidemment, sur le Deep Web, étant donné que les contenus ne sont pas référencés, indexés sur les moteurs de recherche, on va trouver tout ce que l'on peut trouver aussi sur le web de surface, donc des produits contrefaits, du marché gris, des tentatives de phishing, des malwares, des usurpations d'identité, des arnaques, des scams. On a aussi des sites de peer-to-peer où le téléchargement illégal fait foison. On a des films, des logiciels, par exemple, piratés, donc qui sont téléchargés de façon illégale. On a des places de marché où les produits contrefaits, le marché gris et les marchandises volées sont vendus, des médias sociaux où on a des usurpations d'identité. Enfin voilà, on retrouve le même type de violation, d'abus de marque comme on va retrouver sur le web de surface. Alors, comment est-ce que les consommateurs sont redirigés vers le Deep Web? C'est très simple. Comme je vous l'expliquais, vous êtes par exemple sur un site de e-commerce, vous voulez faire un achat, vous validez votre panier, vous tombez sur une page de paiement sécurisée, par exemple une page PayPal ou une page tout simplement de paiement via carte Visa. Cette page n'est pas indexée, donc fait partie du Deep Web. Sur les médias sociaux, ça va être tous les comptes qui sont privés, qui ne sont pas publics et donc qui ne sont pas visibles sur les moteurs de recherche, où il faut un nom d'utilisateur et un mot de passe. Sur les emails, nous recevons régulièrement, par exemple chez Thomson Reuters, des emails corporate, donc on clique sur le lien et on est redirigé vers l'intranet de Thomson Reuters, donc tout ça, ça fait partie du Deep Web. Alors, par opposition au Deep Web, qu'est-ce que le Darknet? Alors, tout simplement, comme j'ai expliqué, le Darknet fait partie du Deep Web, puisque donc, les contenus ne sont pas indexés sur les moteurs de recherche classiques. On y accède en téléchargeant un logiciel gratuit qui s'appelle Tor. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail comment fonctionne Tor. L'avantage, c'est que sur le Darknet, les internautes, tout comme les éditeurs de sites, sont complètement anonymes. Donc, il est impossible de savoir qui visite le site et qui se cache derrière la création du site. Et donc, on a un certain nombre de places de marché, donc le marché noir. Alors, bien sûr, les places de marché ne vendent pas toutes des produits illégaux, mais on a quand même une grosse partie de drogue, de marchands d'armes, de marchands de logiciels piratés, de contrefaçon, de pornographie, etc. Donc, l'une des plus connues, c'est Silk Road, donc, qui a été fermée par le FBI. Donc, le créateur de Silk Road a été condamné à perpétuité. Donc le FBI a fermé Silk Road 1 et 2, et donc on en a la version 3, mais qui n'a plus vraiment rien à voir avec la version initiale. Voilà, ce sont des places de marché qui commercialisent essentiellement des drogues, des produits illégaux. Alors, qu'est-ce que Tor? Donc Tor, en fait, c'est l'acronyme pour The Onion Router. Donc en français, on appelle ça le routeur oignon. Donc c'est un logiciel gratuit qui permet des communications anonymes et qui permet d'accéder au contenu du Darknet. Donc c'est tout simplement, pour le télécharger, je vous montrerai ensuite, vous tapez thetorproject.org et vous tombez sur la page de téléchargement, c'est très simple. Toutefois, on vous conseille d'utiliser un VPN parce que Tor, il est prouvé que Tor ne protège pas vos données personnelles à 100%.
Donc Tor a été développé à l'origine par la communauté du renseignement aux États-Unis. Et est désormais utilisé pas seulement par des criminels, même si en grande majorité, mais aussi par des journalistes qui enquêtent sur qui font des investigations sensibles, qui recherchent des données stratégiques, qui ne souhaitent pas révéler leurs sources, leur identité. Donc voilà, ça leur permet d'enquêter en toute tranquillité. On a des autorités judiciaires aussi dans le cadre de leurs investigations. On a des activistes comme par exemple des activistes de protection animale. Vous pouvez voir où se trouvent les élevages de fourrure pour planifier des opérations de sabotage. On a bien sûr aussi donc des criminels, des terroristes qui profitent en fait de l'anonymat pour planifier des opérations à partir du darknet. Donc l'avantage, c'est, je le répète, c'est d'être anonyme, d'être intraçable. Vos activités, on ne peut pas remonter jusqu'à vous, et donc les ressources aussi restent cachées. Alors, comment on accède à Tor? Donc, comme je vous l'ai dit, vous tapez thetorproject.org, vous tombez sur cette page. En violet, vous avez Download Tor, donc vous cliquez. C'est très très simple. En quelques minutes, vous avez téléchargé Tor sur votre moteur de recherche. Donc voilà, votre moteur de recherche est configuré pour utiliser Tor. Donc en théorie, vous êtes protégé, vous êtes anonyme, mais encore une fois, je vous le répète, il y a eu quelques incidents qui ont permis de prouver que Tor n'est pas à 100% fiable. Donc il faut en plus utiliser un VPN. Voilà, encore une fois, ce n'est pas une recommandation à aller sur le darknet, mais sachez-le, Tor ne protège pas à 100%. Alors, pour accéder aux places de marché sur le darknet, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué que sur les moteurs de recherche classiques. Il ne suffit pas de taper le nom de la place de marché dans la barre de recherche. Ce serait un peu trop simple. Il faut avoir le lien de la place de marché ou une recommandation, et souvent, il faut s'enregistrer ensuite. Donc, toutefois, nos analystes aux États-Unis qui ont travaillé sur ce projet darknet ont trouver très facilement en fait les liens qui sont tout simplement, vous pouvez trouver des sites même sur le web visible, le web de surface, des liens qui vous redirigent en fait vers, que vous pouvez utiliser une fois que vous avez téléchargé Tor pour être redirigé vers des places de marché. On les trouve assez facilement ces liens. Souvent ce sont des liens assez complexes, hein. C'est des suites de chiffres et de lettres en point oignon. Vous voyez, le nom de cette place de marché est un peu plus simple, c'est Abraxas gaselesox.onion, mais souvent ce sont des adresses bien plus complexes en Z, P, 2, 3, B, voilà, une suite de chiffres et de lettres. Donc là, en l'occurrence, on a fait le test sur cette place de marché Abraxas qui aujourd'hui est fermée. Donc la plupart des places de marché, comme je l'ai dit, demandent la création d'un compte ou bien une recommandation, une invitation à rejoindre la place de marché, tout ça pour maintenir un petit peu l'anonymat sur la place de marché, éviter qu'il y ait trop de curieux qui viennent s'y aventurer. Mais encore une fois, c'est très très simple de trouver ces liens. Donc un internaute lambda peut très, très facilement trouver des liens vers des places de marché commercialisant de la drogue, des armes, etc. Ce qui est intéressant, c'est que ces places de marché, elles sont comme les places de marché de type eBay que l'on trouve sur le web de surface. Donc vous avez des appréciations vendeurs, donc avec des ratings, donc 4 étoiles, 5 étoiles, des profils vendeurs où ils vous expliquent un petit peu l'historique de leur activité, comment ils en sont arrivés à commercialiser ce type de produit. Vous avez l'historique de vos commandes, vous avez des discussions de groupe, voilà, vraiment comme sur une place de marché classique en fait. Alors, donc sur cette fameuse place de marché Abraxas, nos analystes aux États-Unis ont regardé l'ensemble des listings qui étaient présents et ont permis donc de faire ce graphique qui vous montre qui est le plus vendu en fait sur cette place de marché en particulier. Ce n'est pas le cas de toutes, mais celle-ci en particulier vendait principalement des drogues, de l'information, donc des e-books, donc piratés, de la pornographie, des contrefaçons, des services, des données, alors souvent des données de compte bancaire. Si vous avez la malchance de tomber sur une tentative de hacking et que votre compte est piraté, vos données de compte sont piratées, vos données ont de fortes chances de se retrouver donc sur le darknet en vente libre. Vous avez des données de carte bancaire, des données de compte, des données d'assurés sociaux également. On a eu le cas récemment d'une grande assurance qui avait toutes ces données publiées sur le darknet.
des produits électroniques, voilà, des logiciels piratés, etc., etc. Donc, en l'occurrence, c'est pas une place de marché très clean. Il y a énormément de produits illégaux. Donc, quelques screenshots de cette fameuse place de marché Abraxas. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on y trouve. Donc, voilà, vous avez donc des logiciels piratés, des articles de luxe, et si vous regardez de plus près, ça dit bien réplica, donc on est sur des contrefaçons. Des produits pharmaceutiques, encore une fois, des contrefaçons, vous voyez ici réplica sur la deuxième annonce. Des données de compte, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, pour payer vos marchandises sur ces places de marché underground, il vous faut des bitcoins. Donc, le bitcoin, qu'est-ce que bitcoin? C'est une monnaie cryptographique. On appelle aussi bitcoin une monnaie numérique, digitale, virtuelle, électronique. Voilà, les termes sont assez nombreux, mais le terme le plus correct, c'est une monnaie cryptographique. Donc, avec un protocole open source qui a été publié pour la première fois en 2008, par un mystérieux informaticien qu'on appelle Satoshi Nakamoto. En fait, c'est un pseudonyme. Il y a probablement une ou plusieurs personnes qui se cachent derrière ce pseudonyme, qui n'ont jamais souhaité s'identifier. Donc, la particularité de la monnaie cryptographique Bitcoin, c'est qu'il n'y a pas d'autorité centrale ou de banque pour réguler les transactions. Le système, en fait, utilise un réseau pair à pair dans lequel l'ensemble des utilisateurs, enfin, pas l'ensemble des utilisateurs, mais de nombreux utilisateurs qui sont connus sous le nom de mineurs, valident en fait les transactions. Donc, ils vérifient que la personne qui achète le produit a bien l'argent sur son compte bancaire pour payer ce produit, donc a assez de bitcoin pour rémunérer le vendeur, et que le vendeur, lui, a bien en contrepartie envoyé le produit, et, enfin, disons que la transaction est correcte. Que dans les deux cas, l'argent est bien sur le compte et que la transaction s'effectue sans problème. Donc les mineurs, en fait, tout simplement vérifient ces transactions, les valident et permettent de faire circuler les transactions sur le réseau. Donc la particularité aussi de Bitcoin, c'est qu'il y a un maximum de 21 millions de Bitcoin, donc il n'y en aura pas plus. Et bien sûr, cette monnaie a été conçue pour qu'on ne puisse pas créer de faux Bitcoin, donc faire de la duplication de Bitcoin. Autrement, ce serait vraiment trop facile. Donc voilà. Ensuite, alors comment est-ce que Bitcoin fonctionne? Donc vous pouvez ouvrir un portefeuille en ligne qu'on appelle Online Wallet, où vous pouvez mettre vos bitcoins, et ensuite vous pouvez payer assez facilement avec par exemple un téléphone portable en utilisant un QR code. Alors comment obtenir les bitcoins? C'est très simple. Donc soit vous pouvez décider d'être rémunéré pour un service ou un produit en bitcoin, ça vous permet d'ouvrir votre premier portefeuille de bitcoin, ou vous pouvez acheter des bitcoins sur des places de marché en fait directement. Donc à l'heure actuelle, ça ce sont les chiffres de cette semaine, donc il y a 15,2 millions de bitcoins en circulation sur le marché et la valeur actuelle du bitcoin est de 675 $. Alors, il faut savoir que la monnaie est assez volatile, donc il y a eu beaucoup de fluctuations. Hein. Le bitcoin est passé de quelques dizaines de dollars à plusieurs centaines de dollars, puis est redescendu. Donc c'est comme c'est une monnaie assez jeune, voilà, il y a beaucoup de fluctuations et il faut bien se renseigner avant de se lancer parce que les risques sont quand même importants. Alors, d'autres particularités de la monnaie Bitcoin, donc c'est une monnaie internationale, donc contrairement à l'euro ou à la livre, la monnaie est utilisable partout dans le monde, en Afrique comme en Asie, comme en Europe. C'est une monnaie qui est décentralisée, donc comme je vous l'expliquais, il n'y a pas d'autorité centrale. En fait, chaque machine qui participe au minage valide les transactions et donc fait partie de ce réseau. Vous pouvez très bien décider de devenir mineur vous-même. Alors bien sûr, au début c'était assez simple, donc tout le monde pouvait se lancer dans le minage et gagner quelques bitcoins en contrepartie, parce que le bitcoin vous rémunère
pour utiliser votre ordinateur et participer au réseau. Toutefois, maintenant, c'est assez complexe. Donc, voilà, il faut quand même des connaissances assez poussées, assez techniques. Si vous voulez vous lancer, je pense qu'en un mois à peu près, après avoir fait des recherches, vous pouvez quand même vous y mettre. Mais voilà, il est de plus en plus compliqué, en fait, de participer au minage de Bitcoin. C'est une monnaie qui est anonyme. Alors quand on dit anonyme, c'est qu'il n'y a pas de nom, de vrai nom, d'adresse ou d'autres informations d'identification, mais un pseudonyme. Donc attention à bien choisir votre pseudonyme parce que si vous utilisez votre nom et prénom comme pseudonyme, évidemment l'anonymat n'est plus là. Donc voilà, bien choisir son pseudonyme pour être sûr que car les transactions en fait sont publiées sur un registre qui s'appelle la blockchain. Donc c'est un registre, c'est un petit peu comme le registre de nos grands-mères, mais disons ce qui est publié sur Internet. Donc c'est une suite de blocs de transactions avec donc le pseudonyme associé à chaque transaction. Donc attention, voilà, bien choisir son pseudonyme. Les échanges de Bitcoin sont très rapides. Quand vous payez avec, je ne sais pas, Visa par exemple, où votre banque va mettre un certain temps avant de créditer l'argent sur le compte du vendeur, ça met à peu près 2-3 jours. Avec Bitcoin, l'argent peut être crédité en quelques minutes, on va dire une dizaine de minutes. Donc vous payez, le vendeur est immédiatement rémunéré. C'est assez intéressant pour les petites entreprises qui ont besoin de cash très rapidement. Et c'est une monnaie qui, donc les transactions de Bitcoin sont non répudiables, ce qui signifie qu'une fois que la transaction a été effectuée, il n'y a pas de retour en arrière possible. Ce qui n'est pas le cas avec les banques. Quand vous faites une transaction avec votre banque, la banque peut décider à tout moment d'annuler cette transaction et de revenir en arrière, parfois même très longtemps après. Ce n'est pas le cas avec les bitcoins. Une fois que la transaction est faite, les bitcoins sont partis. La seule façon de récupérer vos bitcoins, ce serait que le destinataire vous les retourne. Alors, sur le Deep Web, au niveau des abus de marque, hein, on va retrouver, comme je vous le disais, le même type d'abus de marque qu'on a sur le web de surface, donc des produits de contrefaçon, du téléchargement illégal, des usurpations d'identité, des emails de phishing, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement, les options sur le Deep Web sont les mêmes que sur le web de surface. On va envoyer des lettres de mise en demeure aux opérateurs des sites Internet, aux propriétaires. Si ceux-ci ne coopèrent pas, on peut envoyer des demandes aux hébergeurs, aux fournisseurs d'accès Internet. On peut envoyer aussi des notices aux places de marché, aux médias sociaux et aux App Store. Alors attention, ici on parle bien de Deep Web de façon générale, on ne parle pas du Darknet qui lui est complètement anonyme. Donc on va le voir tout de suite. Donc sur le Darknet, étant donné que le Darknet est un réseau fermé, privé, anonyme, bien sûr ces techniques ne fonctionnent pas. Il n'y a pas d'hébergeur, il n'y a pas de registrar, il n'y a pas de... Voilà, c'est le réseau Tor en .onion avec un anonymat du côté des visiteurs, mais aussi des internautes, mais aussi du côté des propriétaires des sites. Donc ce que l'on conseille de faire, c'est surtout d'assurer le monitoring du Darknet pour les institutions financières, notamment de garder un œil sur le Darknet pour vérifier que des données de compte de leurs utilisateurs ne sont pas vendues publiquement. Pour les marques de luxe, vérifier qu'il n'y a pas une distribution de masse de produits contrefaits. Souvent, ce n'est pas le cas. On a surtout des produits pharmaceutiques, mais voilà, ça peut être intéressant malgré tout de suivre un petit peu ce qui se passe sur le Darknet. Donc voilà, il faut déterminer en fait les changements en fait dans le paysage du Darknet. C'est le plus important à l'heure actuelle puisqu'il n'y a pas, comme je vous le disais, de méthode d'enforcement. MarkMonitor a développé une solution pour prévenir les attaques de phishing qui fonctionnent sur le Darknet. Donc cette solution va être lancée très prochainement. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, je vous enverrai plus d'informations. Voilà, en tout cas, on travaille surtout sur le phishing. Sur le reste, bien sûr, comme je vous disais, les techniques d'enforcement ne fonctionnent pas comme sur le web de surface. Voilà, donc c'est très difficile en raison de l'anonymat.
on peut utiliser tout de même les adresses email parfois pour obtenir plus d'informations ou faire des achats tests pour vérifier au minimum si la marchandise est authentique, contrefaite, volée. Ça permet d'avoir des informations. Donc, évidemment, quand il s'agit de données de comptes bancaires volés, il faut travailler avec les équipes internes de lutte contre la fraude et pour déterminer en fait les actions à mettre en place. Voilà, donc si vous avez des questions, normalement vous avez une petite un encadré en bas à droite de la page. Vous pouvez taper votre question. Alors, comme le sujet est assez technique, si je ne peux pas vous répondre, je serais ravie de vous mettre en contact avec l'un de nos experts, nos ingénieurs, qui sont bien plus compétents du point de vue technique. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas et je vous remercie pour votre participation. Et si ça vous intéresse, si le sujet vous a intéressé, je pense qu'on refera des webinaires un petit peu plus détaillés sur le Darknet, sur Bitcoin, etc. Puisqu'aujourd'hui, c'était une présentation assez générale. Voilà, merci à tous. Si vous avez des questions spécifiques, je vous donne mon adresse email, donc c'est olivia.mazzucotelli@markmonitor.com.